au nom de la direction du PDCI-RDA, vous dit merci pour votre présence. Il y a quelques jours déjà, nous étions ici à la maison du parti. Ce jour-là, c'est le secrétaire exécutif. J'avais donc organisé, au cours d'une conférence de presse, et vous avez donc fait venir pour faire le point des élections partielles. Et il avait insisté sur le cas de Bassam. Ce matin, vous avez donc été conviés par les avocats qui se sont occupés du recours exercé à Bassam, qui vont dans le détail vous présenter les moyens qui sous-tendent le recours exercé par le candidat Ezalé. La conférence de presse sera dite par Maître Ndrick Labert à ma droite, qui a juste à sa droite Maître Saint-Ompieux, qui vont d'abord présenter l'exposé liminaire qui sera suivi des questions auxquelles ils vont se prêter. Je passe la parole donc à Maître Ndrick Labert, qui sera suivi plus tard de Maître Saint-Ompieux. Je voudrais donc, à la suite de Maître Suivi, prendre la parole Mesdames et Messieurs de la presse nationale et internationale, nous vous remercions pour votre présence. Vous répondez ainsi à notre invitation pour la couverture de cette conférence qui est axée sur le thème général des récentes élections des conseillers municipaux de la commune de Grand Bassam, avec les violences qui ont émaillé le scrutin. Nous avons décidé de porter à la connaissance de la communauté nationale et internationale certaines vérités que nous ne nous sommes pas précipités de dire. Vous savez, la vérité a une caractéristique, elle n'est jamais pressée. La vérité prend son temps, la vérité ne menace pas les institutions judiciaires, la vérité ne met pas en garde non plus les dites institutions. Dans sa douceur, la vérité finit toujours par triompher. Nous allons partir de points très simples pour vous montrer que les violences qui ont eu lieu à Grand Bassam le 16 décembre 2018 sont la mise en œuvre d'une stratégie antidémocratique savamment préparée, préméditée, préconçue et dirigée contre certains centres de vote en raison de ce qu'il représente pour le candidat Ezalé et sa liste. Comme nous allons vous le démontrer, les bureaux de vote qui ont été saccagés ne l'ont pas été au hasard.
Il s'agit d'un gangstérisme inacceptable qui, par son mode opératoire, entache la sincérité du scrutin, tout simplement parce que les résultats qui en ont découlé et qui ont exclu du décompte plus de 6500 voix ne reflètent pas le choix fait par les populations de Bassam. Chers journalistes, nous ne voulons pas ici spéculer. Nous allons vous montrer, preuve à l'appui de nos affirmations, pourquoi nous soutenons que les violences et les casses des yeux sont la conséquence d'une stratégie qui est condamnable dans une démocratie. Parce qu'elle était basée sur la force physique et non sur celle de la force des idées. En effet, lors de la précédente élection, celle du 13 octobre 2018, M. Ezalé et sa liste ont réalisé des résultats constatés par huissier de justice à l'appui de certains procès verbaux à la suite du recensement général des votes à la commission électorale indépendante locale. Nous allons vous demander de suivre les résultats que nous allons projeter sur ce tableau à l'appui donc de nos affirmations. Lors des récentes élections du 13 octobre 2018, voici les résultats des différents centres qui ont fait l'objet donc de casse et de violence. Il s'agit du centre dit du collège modèle de Grand Bassam. Dans ce centre, nous avons 7 bureaux de vote. Lors des élections du 13 octobre, au premier bureau, 218 votants, M. Georges Ezalé a obtenu 184 voix contre 34 pour son adversaire, M. Moulot, faisant ressortir pour ce seul bureau une différence de 150 voix. Le bureau de vote numéro 2, sur 198 votants, M. Ezalé Philippe avait obtenu 178 voix contre 20 pour M. Moulot, soit une différence de 158 voix. Le bureau numéro 3, sur 168 votants, M. Ezalé a obtenu 153 voix contre 15 pour M. Moulot, soit une différence de 138 voix. Au bureau de vote numéro 4, sur 162 votants, M. Ezalé a eu 150 voix contre 12 pour M. Moulot. Bureau numéro 5, sur 143 votants, M. Ezalé a obtenu 125 contre 18
pour son adversaire, faisant ressortir 107 voix d'écart. Au bureau de vote, numéro 6, sur 168 votants, M. Desalé a eu 148 voix contre 20 pour son adversaire, soit une différence de 128 voix au profit de M. Desalé. Au bureau de vote numéro 7, sur 122 votants, M. Desalé a eu 109 voix contre 13 pour son adversaire. Lorsque nous faisons le total, nous voyons donc qu'il y a un écart de 915 voix entre M. Desalé et M. Moulot dans ce seul centre du collège moderne de Grand Bassam. Nous allons projeter juste les résultats du groupe scolaire de Grand Bassam. Vous avez ces résultats. Nous avons aussi une différence, comme vous le constatez sur le tableau. M. Zalé, dans ce centre du groupe scolaire Bassam 1 et 2, sur 770 votants, M. Zalé a 638 voix contre 132, soit une différence de 506 voix. Nous avons un autre centre, FDFB, qui a été aussi l'objet de saccage lors des récentes élections. Sur un nombre de votants de 493, M. Desalé a eu 340 contre 153, soit une différence de 187 voix d'écart. Nous récapitulons. Sur ces 3 centres qui ont fait l'objet d'actes de vandalisme lors des récentes élections, nous constatons que le nombre de votants lors des récentes élections, c'est-à-dire du 13 octobre 2018, sur un total de 2442 votants, M. Zalé se retrouve avec 2025 voix contre 417 voix pour son adversaire, soit un écart de 1608 voix. Chers journalistes de la presse nationale et internationale, nous voyons avec cette différence de voix que des questions peuvent donc être posées. Pourquoi M. Zalé ne peut pas être l'auteur de ces casses et saccages d'urnes dans ses bureaux? Pourquoi M. Zalé n'est ni fraudeur, ni commanditaire des violences qui ont eu lieu le 16 décembre 2018 lors des élections de Grand Bassam? Vous pouvez bien le deviner. Avec un tel score dans ces centres de vote, il y a à peine 2 mois, à qui devaient profiter ces casses et autres actes de vandalisme des urnes et autres matériels servant à l'organisation du scrutin? Chez nous les juristes, quand nous sommes en face de telles interrogations, il y a une question qui nous dirige. À qui profite le crime?
mon confrère, Maître Messan Tompieux Nicolas, va développer les points suivants qui vont renforcer davantage notre conviction, et vous avec nous, que M. Ezadé Philippe est une victime que l'on tente de faire passer pour l'ennemi des règles démocratiques. Je passe le micro à mon confrère Maître Messan Tompieux pour la suite de l'exposé. Merci Maître Hendrik Claver. Micro, s'il vous plaît. Allons-y comme ça, avec la voix. Bien. Mesdames et messieurs les journalistes, à la suite de Maître Hendrik Claver, et comme vous le savez tous, suivant arrêt numéro 391 du 30 novembre 2018, la Chambre administrative de la Cour suprême a annulé les élections des conseillers municipaux dans la circonscription numéro 036 du Grand Bassam du 13 octobre 2018 et a ordonné la reprise des élections dans un délai de 3 mois. Le gouvernement, sur proposition de la commission électorale indépendante, a convoqué le collège électoral dans son intégralité par décret numéro 2018-902 en date du 3 décembre 2018 en fixant la date des élections partielles au 16 décembre 2018. Au cours de la réunion d'information et de sensibilisation tenue sous la direction de la superviseuse en charge de la région du Sud Comoé, à laquelle a été adjointe une autre commissaire centrale, nous avons fait savoir les inquiétudes de notre client relativement à la sécurité du vote, au scrutin en général, à la transparence du processus, notamment en ce qui concerne les cartes d'électeurs non retirées. Nous avons été aussitôt rassurés sur le fait que ces questions seraient réglées avec la plus grande attention. Cependant, jusqu'à l'avant-veille de l'élection du 16 décembre, le point des cartes d'électeurs non retirées n'avait pas été fait, malgré la sommation interpellative que nous avons fait servir à la commission électorale indépendante locale. Pour toute réponse, il a été déclaré par cette commission, et je cite, « D'ici à demain, vous pourriez
avoir le nombre exact des cartes d'électeurs non distribuées par bureau de vote. Mais le fait est que ce point ne sera jamais fait. Par ailleurs, pour un suivi efficace du vote, M. Ezalé a sollicité et obtenu de la Commission électorale indépendante le listing électoral avec photo d'identité. Cette liste a été remise à tous ces représentants du bureau de vote pour un contrôle effectif des votants. S'agissant de la sécurité, le matin même du scrutin du 16 décembre 2018, on pouvait voir un dispositif impressionnant des forces de défense et de sécurité déployées dans toute la ville de Grand Bassam, chose qui était de nature à rassurer. Aux environs de 10 heures, alors que les opérations de vote se déroulaient globalement bien, le staff opérationnel du candidat Ezalé Georges Philippe, chargé de la coordination, du redéploiement des superviseurs et des représentants dans les bureaux et centres de vote, ayant pris ses quartiers dans l'hôtel du Victime à Grand Bassam, loin des lieux de vote, a été l'objet d'une expédition punitive d'individus armés se réclamant du RHDP. Les membres de ce staff ont été molestés et ont vu leur appareil confisqué ainsi que les véhicules gravement endommagés. Par suite, ils ont été conduits par ces mêmes individus au commissariat de police du Grand Bassam, d'où ils seront conduits à Abidjan avant d'être gardés à vue et libérés le lendemain. Pour revenir au 16 décembre 2018, autour de 14 heures, il a été enregistré une défaillance simultanée des tablettes de vérification d'identité des électeurs en divers centres de vote. Interpellée sur ce fait, la superviseuse, commissaire de la CEI, a proposé la poursuite des opérations de vote en invitant les bureaux de vote, les présidents des bureaux de vote, à se limiter aux vérifications physiques sur le listing électoral. Face à la méfiance des uns et des autres, et pour la transparence, nous avons exigé, dans ce cas, que la vérification soit faite par tous les représentants des candidats dans le bureau de vote, ce que la commissaire de la CEI a accepté. Pour tout dire, l'avocat dont on parle, qui est cité dans les articles de journaux, il s'agit bien de moi parce que c'est moi qui ai échangé avec la commissaire. Et elle nous a donné des garanties que le vote allait se poursuivre en procédant aux vérifications. C'est nous qui lui avons indiqué qu'il fallait que tous les représentants des candidats puissent vérifier l'identité de ceux qui venaient voter. Mais quelques minutes plus tard, après nos échanges, elle est revenue sur sa décision et elle a procédé au remplacement des tablettes et ou repréciser le mode d'emploi à ceux qui n'avaient que des difficultés d'usage. Les opérations de vote se sont poursuivies dans certains bureaux de vote avec des tablettes, tandis que dans d'autres bureaux, elles se sont déroulées sans tablette. Au regard des procès-verbaux de dépouillement qui sont en nos possessions, nous avons relevé 23 bureaux de vote, en dehors des bureaux de vote où les centres ont été saccagés. Nous avons relevé 23 bureaux de vote où la tablette n'a pas fonctionné continuellement. Et les vérifications ont été faites physiquement. Dans les centres qui ont été saccagés, il n'y avait aucun problème de tablette au FDFP. Au groupe scolaire Bassam 1 et 2 et au collège modèle, il y avait des problèmes de tablettes dans à peine 2 ou 3 bureaux de vote. Pas dans la totalité des bureaux de vote.
Mais le plus grave reste. En effet, aux environs de 17 h, les centres de vote FDFP, groupe scolaire Bassam 1 et 2 et le collège modèle ont tour à tour été visités par des individus armés d'armes blanches et d'armes à feu pour saccager littéralement le matériel électoral au nez et à la barbe des forces de défense et de sécurité. Curieusement, c'est dans le quartier France que se trouvait le plus fort contingent des forces de l'ordre, tant devant les deux centres de vote, groupe scolaire Bassam 1 et 2 et collège modèle, que dans tout le périmètre, en raison de la proximité de la préfecture qui logeait la CEI locale. Plusieurs observateurs nationaux et internationaux ont pu constater les dégâts causés et les auteurs de ces dégâts qui ont eu du mal à quitter sont restés longtemps sur les lieux avant d'être conduits ailleurs. Aussi, le fait est-il que les centres de vote attaqués, qui comportent 14 bureaux de vote, enregistrent plus de 6500 électeurs inscrits, dont M. Ezalé Georges Philippe. Ce sont les résultats de ces centres lors des précédentes élections que nous avons projetées tout à l'heure. Le cas du centre de vote EPP Petit Paris révèle sans ambiguïté que M. Ezalé Georges Philippe n'a pas pu casser les urnes. Dans ce centre, en effet, le vote a eu lieu, les dépouillements ont été faits, les résultats ont été rendus publics bureau de vote par bureau de vote. Sur les 4 bureaux de vote, M. Ezalé a gagné dans 3 bureaux avec plus de 300 voix. Curieusement, ce centre a été attaqué et les procès-verbaux déchirés et emportés. Le procès-verbal de dépouillement du bureau de vote numéro 3 n'a pas été retrouvé à ce jour et le vote dans ce bureau de vote n'a pas été comptabilisé par la CEI. Comment M. Ezalé pourrait-il attaquer un centre de vote où il a largement gagné? Vous aurez compris, chers amis de la presse, toute la campagne en cours actuellement ne vise qu'à faire passer M. Ezalé pour un fraudeur, un casseur, la personne qui active la violence à Bassam. Le philosophe le disait, la logique et la cohérence sont les critères de la vérité, à tout le moins du vraisemblable. On tente aujourd'hui de construire une vérité, mais on manque de cohérence et les arguments développés sont dépourvus de logique. M. Ezalé est un homme respectable. Il n'est pas fraudeur. Il n'a que la loi et les procédures légales pour boussole. C'est pour cette raison qu'il a formé un recours devant la Chambre administrative de la Cour suprême et se concentre sur ce qui est essentiel pour lui. La question qu'il soumet respectueusement à la haute cour est celle de savoir si la sincérité du scrutin a été altérée ou non. L'éminent professeur Richard Jovancien définit la sincérité du scrutin comme le révélateur de la volonté réelle de l'électeur. Dès lors que celle-ci ne peut pas être connue de manière certaine et donc il est impossible de connaître avec certitude le choix majoritaire des électeurs, l'élection est annulée par le juge. En l'espèce, les violences sus-relevées ont eu pour effet la non prise en compte systématique de plus de 6500 électeurs, soit un peu moins de 20% de l'électorat du Grand Bassam, alors que l'écart entre la liste conduite par M. Moulot Moïse Jean-Louis Kofi au regard des résultats proclamés et celle conduite par M. Ezalé Georges Philippe
n'est que de 992 voix. Dans l'arrêt numéro 347, rendu le 23 novembre 2018 par la Chambre administrative de la Cour suprême pour ordonner l'annulation du scrutin du 13 octobre 2018 à Lakota, la haute cour a motivé ainsi qu'il suit. Considérant que de l'instruction du dossier, il ressort que des urnes ont été saccagées et incendiées au groupe scolaire de Lakota 1 et 4 et à EPP Baïri, où les résultats de vote ont été invalidés par la commission électorale indépendante. Que ces bureaux de vote totalisent 2565 électeurs, alors que l'écart de voix entre les candidats Meri Sami et Kouyaté Abdoulaye n'est que de 2465. Ainsi, les faits de violence spécifiés, quels qu'en soient les auteurs, ont par leur gravité et leur ampleur empêché de nombreux électeurs d'exercer leur droit de vote et ont par conséquent altéré la sincérité du scrutin. Il y a lieu, sans qu'il n'y ait besoin d'examiner les autres griefs, d'annuler le scrutin des élections municipales du 13 octobre 2018 dans la commune de Lakota. La jurisprudence de la Chambre administrative de la Cour suprême est constante en la matière. M. Ezalé s'en remet à la sagesse de cette juridiction pour dire le droit. Tout à l'heure, nous allons vous remettre quelques motivations d'autres décisions de cette même Chambre qui vont dans le sens de ce que nous venons de dénoncer. Pour finir, M. Ezalé demande ici et maintenant que cesse toute la campagne de diabolisation menée contre lui. Il n'est ni fraudeur, ni casseur, ni instigateur de violence à Grand-Bassam. Il ne peut pas organiser des casses et être victime de ces casses, puisque les manifestants s'attaquent à ses biens privés. S'il est battu à la loyale, il félicitera chaleureusement son adversaire. Mais si sa défaite devait être fondée sur la mascarade et la fraude organisée, au mépris du vote des électeurs, il exercera son recours pour l'honneur du droit et de la démocratie. Nous vous remercions. Merci. Donc, à la suite de cette donc, nous allons maintenant passer aux questions. Donc, ils vont répondre aux questions successivement. Oui. Oui, allez-y. Tout à l'heure, j'ai pu entendre parler d'individus qui auraient procédé à des casses, et 15 individus se réclamaient du RHDP. Je veux savoir comment vous êtes arrivé à cette conclusion. Vous ont-ils parlé avec-ils des signes distinctifs indiquant que ce sont des individus se réclamant du RHDP? La seconde question s'adresse à maître Philippe Lavert, que je retrouve dans le cadre. Comment est-ce que vous expliquez votre présence aujourd'hui dans cette équipe de conseil de l'ECI? Est-ce le début de ce que M. Bédi appelle la nouvelle plateforme constituée du PDCI, du FPI, ayant été régulièrement défenseur des causes des militants au Gabon? Merci. Nous allons répondre à ces deux questions. Alors, M. Hassan ne soit pas sur la question relativement aux individus ayant perpétré les casses
Dans mon propos, j'ai précisé que les agents le staff de M. Ezali qui était logé au BITIP a été attaqué par des individus se réclamant du RHDP. Je le dis parce que lorsqu'ils ont été conduits à la police, je m'y suis rendu. Et à la police, ceux qui les ont conduits au commissariat se sont présentés et ils nous ont dit qu'ils étaient des superviseurs du RHDP et que eux, ils ont eu l'information que les gens étaient au BITIP, ils sont allés les déloger pour les confier à la police. Ils se sont présentés comme des superviseurs du RHDP et devant les policiers, ils ont affirmé avoir cassé les véhicules, frappé ces agents du staff-là et les avoir conduits au commissariat. Alors, sur le lieu des casses, par contre, des individus sont venus, ont cassé littéralement le matériel électoral et se sont attaqués aux représentants de M. Ezali, précisément dans le bureau de vote numéro 1 du groupe scolaire Bassam 1 et 2. Alors, des gens envoyés par M. Ezali ne s'attaqueront jamais à ses propres représentants. De même, au centre de vote FDFP, les représentants de M. Ezali ont été molestés, ont été battus et les vêtements ont été déchirés. M. Ezali ne peut pas procéder à ce genre d'acte vis-à-vis de ses propres agents. Mieux, lorsqu'ils ont fini leur forfait, les électeurs qui étaient dans les lieux ont bloqué la voie qui allait leur permettre de sortir de ces lieux. Ils étaient là, dans leur véhicule, 2 véhicules, lorsque la police est arrivée et les observateurs internationaux sont arrivés en ces lieux. On a tous vu ceux qui étaient à bord de ces véhicules qui venaient de perpétrer les casses. Voilà ma réponse. Alors, la question qui est dirigée directement contre le micro. C'est bon? D'accord. Alors, on me pose la question de savoir comment est-ce que j'ai fait pour me retrouver dans cette équipe d'avocats du PDCI. Est-ce le début de la plateforme lancée par M. Henri Colomb-Bétier? Je souris un peu. Alors, je vais répondre à ça. Je vais être bref. Je vais demander ici si quelqu'un connaît mon bord politique. C'est comme ça. Mais en même temps, je vous comprends, parce que de tout temps, l'imagerie populaire a toujours ainsi considéré l'avocat. En faisant une confusion entre la cause que l'avocat défend, on assimile l'avocat à la cause. Je me rappelle encore de toutes les injures lancées contre certains confrères, ici et ailleurs, qui défendaient certaines causes. Personne ne connaît mon bord politique. Je suis un avocat. Je défends les hommes, peu importe leur bord politique. Comme un médecin qui ne fait pas de distinction ou qui ne devrait pas faire de distinction entre les malades qui viennent vers lui. Je voudrais juste m'arrêter là. Pour juste vous dire que parmi mes clients, il y a des avocats, il y a des personnes du PDC, des personnes du FBI et même personnes du RDR, des personnalités du RDR. Je voudrais m'arrêter là, je suis un avocat.
Deuxième question. Oui. Moi, je peux parler. Allez-y, allez-y. Je suis Élisée Boulou, journaliste à Abidjan.net. J'ai vu tout à l'heure que dans la présentation des chiffres que vous avez indiqués, l'écart à votre premier tour entre M. Moulou et M. Salé était de l'ordre de 1600, je crois. 608. 1608, voilà. 1608 dans les différents bureaux de vote. Vous laissez ignorer qu'il y a de cela quelques jours aussi, le RHDP avec ses conseillers a aussi fait une conférence de presse et l'état qui nous avait été indiqué aussi pour ce bureau de vote était de 541. C'est-à-dire qu'ils étaient en retard, même 541. Donc, estimant que à cet allure-là, et que rien ne justifiait d'ailleurs que tous ceux qui allaient venir voter avaient été étalés. Donc, on ne pouvait pas parler de ce que ça avait empêché le scrutin. La deuxième préoccupation, c'est concernant le premier tour. Les avocats, le conseil du RHDP a indiqué que les recours qui avaient été mis par M. Ezalé ne sont pas des recours sur lesquels on portait le jugement de la Chambre administrative. Que la Chambre administrative a fait fi de ces recours parce que les recours étaient, il avait demandé qu'on puisse comptabiliser ces PV, qu'on prenne en compte les PV qu'il a mis, qui étaient les vrais PV, qui n'étaient pas ceux qui n'étaient pas conformes à ce que la CEI avait donné. Alors que la Chambre administrative a pu statuer sur un courrier qui aurait reçu de certains commissaires de la CEI, indiquant qu'il serait probable que les élections soient pas dans de bonnes conditions. Est-ce que vous avez entendu cela? Est-ce que vous pouvez nous dire exactement sur quoi apporter le recours et la Chambre administrative a statué sur quoi en réalité? Merci. Merci. Alors, monsieur Élisée de Abidjan.net. C'est ça. Merci pour vos deux questions. Relativement à la première question, ce que je puis vous dire, c'est que à Bassam, il y a eu beaucoup de choses lors des élections du 13 octobre 2018. alors, Ce qu'il y a eu à Bassam, peut-être que vous ne savez pas. Lorsque vous finissez les élections, lorsque le vote est terminé, on procède au dépouillement bureau de vote par bureau de vote. Les résultats des bureaux de vote sont consignés dans un procès verbal. Le procès verbal est signé par le président du bureau de vote et ses assesseurs et les représentants des candidats. Chaque représentant de candidat reçoit une copie du PV. Ce qui s'est passé, c'est que tous les résultats dans les bureaux de vote étaient connus. Les représentants des candidats se sont rendus à la CEI locale, qui était logée à la préfecture. Et sur place, on procède à la compilation des résultats. C'est-à-dire, on prend le centre de vote, groupe scolaire, Bassam 1 et 2, bureau de vote numéro 1, quel est le résultat qui sort de ce bureau de vote, on le pose dans un tableau et on fait le recensement général de tous les bureaux de vote dans tous les centres de vote. À cette occasion-là, le recensement général a été fait. Tous les résultats des bureaux de vote ont été inscrits sur un document qui a été signé par les représentants des deux candidats. Sauf que le total n'a pas pu être fait en présence de ces candidats. Parce qu'on leur a dit les totaux allaient être faits à Abidjan. Et donc, ils ont attendu que les totaux soient faits à Abidjan. Mais le document qui contient tous les votes qui ont été recensés a fait l'objet d'un constat d'huissier. L'huissier a fait la photo, il a dressé un procès verbal de constat qui atteste que ce résultat-là a été consigné dans ce document et il comporte la signature des représentants de tous les candidats. Par la suite, d'autres résultats ont été proclamés. Sauf que les résultats qui ont été proclamés, on n'en a jamais eu le détail à ce jour. C'est les résultats globalement qui ont été proclamés. Alors, puisque M. Ezalé détient ces procès-verbaux, puisque M. Ezalé détient la page de recensement général des votes, il
n'a fait que ressortir les résultats qui sont contenus dans ce document et qui ont été contresignés par toutes les parties pour ressortir les chiffres que nous avons présentés. C'est de ces chiffres-là que nous avons extrait la différence de 1608 voix. Alors, si la partie adverse a les autres résultats qui ont été proclamés par la Chambre administrative, bon, certainement on aura compris pourquoi il y a eu ce recours. Parce que, à la vérité, ce sont des résultats qui n'étaient pas conformes à ce qui avait été constaté, qui ont fait l'objet de proclamations. Et c'est ce qui a justifié le recours. S'agissant de la décision qui a été rendue par la Cour suprême, alors, aujourd'hui, les NTT font de merveilleuses choses. Vous avez le site de la Chambre administrative de la Cour suprême, sur lequel vous pouvez avoir copie de la décision qui a été rendue. Dans une décision, il y a ce qu'on appelle la motivation, c'est-à-dire l'explication que le juge donne pour parvenir à la solution du litige. Et vous allez constater, je vais vous laisser une copie de la décision, vous allez constater quel a été le cheminement du juge pour parvenir à la décision d'annulation. M. Ezali a exercé un recours. Il a estimé que les opérations de recensement et de proclamation n'ont pas été proclamées conformément au mode opératoire prescrit par la CEI elle-même. Ça ressort. Et donc, au regard de tous ces arguments, la Cour a estimé que de tels résultats ne pouvaient pas être les résultats issus du vote et donc a prononcé l'annulation de l'élection à Grand Bassam. La décision est très explicite. Je vais vous remettre copie tout à l'heure pour que vous fassiez votre opinion. Non, je voudrais, par rapport à Bassam, je voudrais juste ajouter quelque chose, parce qu'il a parlé de la CEI. Dans ce qu'il dit, généralement, quand on fait un recours, il y a la requête de celui qui fait le recours, il y a le mémoire en défense de celui qui est déclaré vainqueur, et puis il y a le rapport de la CEI. C'est ces trois éléments qui sont joints et transmis à la Cour. Donc, quand vous parlez de la CEI, c'est le rapport. Et dans ce qu'il dit, ce qui s'est passé, c'est que pour Bassam, pour l'élection du 13 octobre, le résultat qui a été communiqué à la commission centrale et qui a été proclamé n'était soutenu par aucun document. Donc le rapport que la commission centrale fait, elle dit que les chiffres qu'elle a proclamés sont des chiffres qui ont été communiqués par la présidente de la CEI locale de Bassam, mais qu'elle n'a pas les procès-verbaux pour soutenir ces résultats. C'est son travail qu'elle fait. Mais la Chambre ne se saisit pas elle-même. Si la Chambre a pu rendre une décision, c'est parce que M. Ezali a fait un recours. C'est sur le recours de M. Ezali que la Chambre s'est appuyée. La Chambre ne se saisit pas elle-même. Une autre question? Oui. Je suis journaliste à Ok, Tony. Je voulais m'adresser à Maître Gravin. Tout à l'heure, il a corrigé les chiffres au tableau et avec trois bureaux de vote. Et le cas de voix qu'il a établi entre M. Ezali et son officiel est de 1600 voix. Et le développement de son collègue il a indiqué les surnotés saccagés. Si les surnotés saccagés, il va sans doute que les petits ont été déchirés. Et les tablettes, il est dévoilé aussi pour pouvoir arriver à élaborer les chiffres. Comment, sinon par quelle méthode vous êtes parvenu à établir ces chiffres qui montrent qu'entre les années liées et sur la CCR, il y a un cas de 1600. En fait, ce n'est pas la même élection. Les chiffres qui sont là
ce sont les chiffres de l'élection du 13 octobre 2018. Et suite donc au saccage des voix, le chiffre qui a été donné donc, de la privation du décompte en fait de 6500 voix, ça c'est pour l'élection donc du 16 décembre 2018. Ce que nous étions en train de faire en vous présentant en fait ce tableau, c'était de vous montrer le caractère ciblé, le caractère prémédité des violences qui pour nous ne sont pas le résultat d'actes fortuits. Ça a été pensé parce que en tenant compte de ces résultats, au final, on savait que M. Ezalé allait sortir victorieux des yeux. Donc, avec 1608 voix, on rentre dans une stratégie qui, pour nous, au lieu d'être une stratégie de la vente de ces idées aux populations, on utilise une stratégie de la violence, ce qui n'est pas acceptable dans une démocratie. Et c'est ce que nous dénonçons. Nous disons que M. Ezalé Philippe ne pouvait pas être l'auteur de ces violences parce que ici, dans ces bureaux, ce sont des bureaux où il sort véritablement avec un avantage énorme. C'est pourquoi nous avons posé l'équation juridique: à qui profite le crime? Si nous trouvons à qui profite le crime, on peut aisément deviner quels sont les commanditaires de ces actes de violence. Alors, voilà, je suis David Diana, journaliste à la Foudron. Dans sa dernière conférence de presse il y a quelques jours, le porte-parole du RHDP, le ministre de la Somalie, Ferdinand Bassi, déclarait que pour toute reprise, ou du moins un troisième scrutin, était exclu. Alors, vous faites les avocats de M. Ezalé, en faisant ce recours, vous attendez simplement à une annulation des résultats. Alors, quel commentaire cela vous explique? Monsieur David Diala, alors nous avons dit tout à l'heure dans l'exposé liminaire que nous en remettons à justice. Nous avons exercé notre recours et c'est à la Chambre administrative de trancher le recours. Toutes les parties peuvent organiser des conférences de presse et faire des déclarations. C'est leur droit. Mais lorsque vous êtes dans une république, il y a des institutions qui sont prévues pour faire un certain type de travail. Il s'agit de la justice. Et lorsque le contentieux est spécialisé, comme c'est le cas qui nous occupe, c'est la Chambre administrative de la Cour suprême, qui est une haute juridiction que nous respectons, qui a ce pouvoir pour se prononcer. Alors, je ne ferai aucun commentaire relativement à une telle déclaration. Je dis tout simplement que je suis un simple citoyen de la République de Côte d'Ivoire et à ce titre, moi, je respecte les institutions, je les respecte pour leur pouvoir, pour leurs compétences, pour ce que la loi a prévu qu'elles fassent. Moi, simple citoyen, et M. Ezalé avec moi, nous saisissons cette juridiction pour qu'elle puisse se prononcer sur le contentieux. Alors, la suite, on attend la décision de la Cour suprême. Ce n'est pas un ministre de la République qui donne des institutions à une institution comme la Cour suprême. Donc nous avons fait le recours, nous attendons le résultat et lorsque nous aurons le résultat, nous allons aviser. Je voudrais juste compléter pour dire que sur la base donc, des propres tests de cette chambre
cette cour, nous demandons que cette cour puisse suivre donc sa jurisprudence. C'est ce que Maître Besson a démontré. Et nous pensons que dans une république, il faut se garder de mettre en garde une institution comme la justice. Il faut se garder de cela. Il faut peut-être développer des arguments juridiques qui tiennent. C'est ça qui est bien dans une démocratie. Et donc, nous voulons appeler le ministre à se comporter comme tel dans une démocratie. Ce que nous disons, c'est que la Chambre administrative de la Cour suprême a une jurisprudence constante. Cette jurisprudence, c'est que lorsque vous avez des actes de violence qui altèrent la sincérité du scrutin, on annule l'élection. Et à l'Aghouta, il y a donc moins de 2 mois, cette chambre administrative de la Cour suprême a rendu un arrêt qui est très clair, en considérant d'abord, premièrement, l'écart des voix entre les candidats. Il y avait 2400 et quelques voix d'écart. Et en considérant aussi, d'autre part, l'effet des actes de violence sur les voix qui n'ont pas été comptabilisées. À l'Aghouta, il s'agissait de 2500 voix. Alors, moi, je voudrais vous inviter simplement à considérer ceci. À Grand-Bassam, entre les 2 candidats, il y a 992 voix. Et les électeurs qui ont été privés de l'exercice, ou du moins qui n'ont pas vu l'expression de leur suffrage être comptabilisée, sont autour de 6700. Je veux dire, nous faisons confiance à cette Chambre en ce qui concerne sa propre jurisprudence. C'est ce qu'on peut dire. Mais il faut se garder de menacer une institution judiciaire. Je voudrais juste savoir, est-ce que vous le basez par votre argumentaire sur des chiffres beaucoup plus récents, ceux du 16 décembre par exemple? Et 2, quelle est la nature du recours que le candidat Ezali a déposé auprès de la Chambre administrative? Vous n'avez pas précisé cela au travers d'une question d'ordre. Merci. Alors, sur les chiffres récents, on va être tous à l'évidence. Les actes de vandalisme ont été tels que nous n'avons pas de chiffres récents dans ces lieux. C'est la conséquence. C'est d'ailleurs ce que les auteurs de ces violences recherchaient. Que ces suffrages ne soient pas donc pris en compte. Voilà la conséquence. Et donc nous, ce que nous faisons une démonstration. Pour dire, comme je le dis tout à l'heure, il ne s'agit pas d'actes fortuits. Et c'est ce qui nous éclaire. Mais, chose encore plus écœurante, c'est lorsque la commission électorale est indépendante. En donnant les résultats du nombre d'inscrits, je ne parle pas du nombre de votants, mais je parle du nombre d'inscrits à Grand-Bassam. Je pense que nous devons avoir ces éléments, je ne peux pas me tromper, on va vous les donner. Vous avez ici
vous avez la convocation du collège électoral pour le 16. Ceux qu'on a convoqués, les inscrits sont au nombre de 42 051 inscrits. Le nombre d'inscrits ne doit pas varier. Sauf si entre deux élections, il y a un fait important qui est le processus d'enrôlement ou d'actualisation de la liste électorale. Du 13 octobre 2018 au 16 décembre 2018, il n'y a pas eu d'enrôlement ni d'actualisation de la liste électorale de la commune de Grand Bassam. Et là, ce jour-là, qu'est-ce que la Chambre, plutôt qu'est-ce que la commission électorale indépendante va déclarer comme nombre d'inscrits? 35 474 inscrits. Il y a un problème. Il est très grave. Nous avons notre idée en ce qui concerne cette commission chargée d'organiser les élections. Maître Messant vous a dit tout à l'heure que devant tout le monde, il y a eu la comptabilisation des voix. En ce qui concerne les résultats du 13 octobre, les différentes parties en ce moment-là connaissent les résultats. Le reste est une question d'arithmétique et de synthèse. Entre ces résultats et le lendemain, on nous publie autre chose. Cela fait peur. Vous savez, quand les avocats parlent, il faut essayer de les écouter. Nous attirons l'attention. Oublions tout ce qui est partisan. 2020 n'est pas loin. N'est pas loin. Avec de telles attitudes, nous avons froid dans le dos. Et c'est pourquoi nous allons aller jusqu'au bout, mais en utilisant les voies de droit. La Cour, la Chambre administrative de la Cour suprême, quand une commission électorale, je suppose, doit quand même avoir un minimum de sécurisation des données. Lorsque, en octobre, on vous dit que Grand Bassam a 104 bureaux de vote, et que le 16 décembre, on vous dit que Grand Bassam a 89 bureaux, c'est-à-dire qu'on ne comptabilise pas les bureaux où les urnes ont été saccagées, et on ne compte pas les inscrits de ces bureaux. Mais c'est fait à quel dessein? Quelle est la finalité? C'est le taux de participation qui est en jeu. Il faut arrêter ce petit jeu. La Côte d'Ivoire a connu une crise en 2010. Il faut que nous ayons tous des attitudes responsables pour éviter à notre pays une autre crise. M. Zane ne demande pas autre chose. Il demande simplement que la sincérité du scrutin, la voix, les voix telles que les Bassamois l'ont exprimé dans les urnes, que cela soit reconnu comme tel. C'est tout. Il ne demande pas de l'extraordinaire dans une démocratie. Ce n'est pas extraordinaire. Regardez, au Ghana, on finit de voter. On sort du bureau, on met le tableau plutôt, il y a un scrutin devant tous les votants et on fait le dépouillement. On proclame les résultats vraiment
sans bruit. Suivez mon regard. On proclame le résultat venant sans bruit. Et puis, on avance. Pourquoi est-ce qu'en Côte d'Ivoire, une élection doit être un rendez-vous de violence et de mort? Pourquoi? Je voudrais m'arrêter là, mais je ne sais pas si mon confrère a quelque chose à ajouter. Alors, sur cette question, je me permets de revenir sur, pour répondre à la déclaration de la CEI. Le lundi dernier, je crois, il y a eu une déclaration du vice-président de la CEI qui a justifié l'exclusion, l'extraction des 6500 électeurs par le fait que, n'ayant pas participé au vote, n'ayant pas participé au vote, ils l'ont fait comme à l'avocat, premier argument, et pour pouvoir calculer le taux de participation, on se fonde sur les suffrages exprimés. Ces deux arguments ne peuvent pas tenir. Premièrement, parce qu'à l'avocat, lorsqu'ils l'ont fait, la Cour suprême les a sanctionnés. Donc ça ne peut pas constituer un argument imparable. Deuxième élément, pour calculer le taux de participation, c'est un rapport qu'on fait entre les suffrages exprimés, le suffrage exprimé et le nombre d'inscrits. C'est ce qui détermine le taux de participation. Alors, à partir du moment où vous enlevez 6500 des inscrits, vous faussez le taux de participation. C'est un calcul très simple et cette institution ne peut pas soutenir ça dans un quotidien comme Fraternité Matin. Et ce n'est pas normal. Deuxième élément qui nous a intrigués, c'est lorsque le journaliste lui demande, en tant qu'organisme chargé des élections, pourquoi a-t-on vu un nombre impressionnant de forces de l'ordre à Bassam et que malgré cela, on ait pu constater ces cas de violence? La réponse qui a été donnée par la CEI, c'est que les forces de l'ordre ne sont pas positionnés pour tirer sur les ennemis. On ne demande pas aux forces de l'ordre de tirer. On demande tout simplement qu'ils maintiennent l'ordre. Il y a des moyens conventionnels pour maintenir l'ordre. On ne demande pas de tirer. On ne va pas me dire que ce que nos forces de l'ordre ont appris, c'est de tirer tout simplement. Non. Ils ont appris autre chose. Ils ont appris à maintenir l'ordre. Ils ont appris à rétablir l'ordre. Et donc que cela soit fait. C'est la seule chose qu'on a demandé lorsque nous avons fait la réunion préparatoire à ces élections pour que la sécurité soit renforcée. C'est la sécurité que nous voulions. Nous voulions tout simplement que les Bassamois puissent voter tranquillement et que l'expression de leur suffrage soit proclamée comme le résultat des élections. La CEI, quand elle le dit, finalement, on a l'impression que les forces de l'ordre ont une mission bien spécifique de mater, de tirer, et ce n'est pas leur objectif, ce n'est pas leur mission. Les forces de l'ordre auraient pu sauver ces élections, elles n'ont pas réagi. Alors, pourquoi nous disons que M. Ezalé ne peut pas être auteur de ces cas? Tout simplement, peut-être que vous ne le savez pas, depuis l'élection du 13 octobre, M. Ezalé a été entendu à la police sur les événements qui ont eu lieu à Bassam pendant 10 heures de temps. Je l'ai assisté. Madame Sissé, qui est de son équipe, a été entendue à la police pendant 12 heures de temps. M. Kabagate Adama, qui est son directeur de cabinet adjoint, chargé de la ville de Bassam, est à ce jour détenu à la MACA, tout simplement parce qu'il est sur la liste de M. Ezalé. Nous sommes à 5 demandes de liberté provisoire qui ont été systématiquement rejetées. Systématiquement rejetées. Donc imaginez-vous qu'un agent ou un électeur ou une personne se réclamant de M. Ezalé
casse une à Bassam, alors que les forces de l'ordre sont là, et qui n'ait pas été appréhendé, vraiment, à notre avis, il y a quelque chose de trop. Jusque-là, les seules personnes, ou la seule équipe qui a été inquiétée, c'est l'équipe de M. Ezalé. Avec les auditions passées, avec les intimidations par là, M. Ezalé ne pouvait pas être celui qui ait provoqué des casses à Grand Bassam. Mieux encore, on nous dit que M. Ezalé aurait provoqué les casses du vendredi dernier, je crois. Pourquoi? Parce que au lendemain de la proclamation, il y a eu une parade dans la ville de Bassam avec des slogans hostiles à M. Ezalé. Il n'y a pas eu de réaction. Le surlendemain, une marche a été organisée à Grand Bassam pour dire non à la reprise des élections. C'est tout à fait normal dans une démocratie. Vous exprimez ce que vous pensez. Et 2 jours plus tard, les électeurs qui n'ont pas été pris en compte ont décidé de manifester à Grand Bassam. M. Ezalé n'a convoqué aucune marche. C'était une initiative personnelle des électeurs. Ils ont adressé une lettre au préfet de Grand Bassam. Le préfet de Grand Bassam a autorisé leur manifestation, déterminé l'itinéraire avec eux. Malheureusement, des gens venus d'ailleurs sont venus s'attaquer à eux. Pour toute réponse, on nous dit que face à l'appel de M. Ezalé, ce qui n'est pas vrai, parmi les 6500 personnes qui n'ont pas voté, il y aurait des partisans de M. Moulot qui se sont sentis appelés. Alors, on ne peut pas marcher 2 jours avant pour dire qu'on ne veut pas d'une reprise d'élection et aller être partisan, manifestant dans une marche qui demande la reprise des élections. Il n'y a pas de logique. Je disais tout à l'heure que la cohérence et la logique sont les critères de la vérité. Quand vous êtes dans la vérité, ce que vous dites est cohérent. Vous ne pouvez pas marcher 2 jours avant pour refuser la reprise des élections et 2 jours plus tard aller à une manifestation qui souhaite qu'il y ait une reprise des élections. Et le constat a été fait par la suite qu'au cours de cette manifestation, ce sont les biens privés de M. Ezalé qui ont été détruits encore. Voyez-vous, M. Ezalé ne peut pas être auteur des casses de ses propres biens. Monsieur les journalistes, je pense que ça devait être une conclusion. Non, c'est pas fini. Mais il reste 2 personnes. Il n'a pas fini la question. Alors, une autre question. Alors, lorsque vous avez les résultats tels que proclamés, c'est un recours en annulation que vous formulez. Donc, c'est un recours en annulation que nous avons formulé et nous faisons confiance à la Chambre administrative de la Cour suprême en lui présentant ses propres décisions pour qu'elle puisse dire le droit. La parole. Et puis, une dernière personne. Je vais arrêter là. Allez-y. Je suis Bamba Amadou, journaliste de l'organe de presse britannique Media Diversity Institute. Le thème parle de violence lors des élections municipales de Grand Bassam. Et apparemment, comme le dit, a bien écouté Maître Messan, les agresseurs étaient connus, puisque la police et les observateurs les ont trouvés sur le lieu car bloqués par des électeurs. Y a-t-il eu des interpellations? Oui, monsieur, je réponds rapidement. Monsieur Bamba Amadou, je serai très bref. Il n'y a pas eu d'interpellation. Tout simplement. Pas du tout. Je suis Amani,
expliqué que c'est les faits qu'il faut relater. Il faut être légaliste et la démarche se fait dans le respect des institutions et du droit. Alors, la question que je me pose, parce que si on doit... La question que je me pose est la suivante. Alors, nous étions tous à Bassam, nous avons constaté tout ce qui s'est passé. Quand j'étais à Bassam, j'ai vu ce qui s'est passé. Les cases d'huile et tout ça, j'ai tout suivi. La population a arrêté. La population, dans son processus de vouloir, je pense, défendre le vote, a fait arrêter les véhicules. Et je me rappelle bien, j'étais là, j'ai vu ces véhicules. Il y avait 2 véhicules, sur 5 véhicules, il y a eu 2 qui ont été arrêtés, il y a 3 qui sont partis. Les 2 véhicules, il y avait des loubas à bord. Ces personnes, je pense bien, ont été conduites, si je ne me trompe pas, encadrées par les forces de l'ordre au commissariat de police. La question que je veux poser, où sont passées ces personnes? Ça, c'est vraiment terrible. Ce matin, ma question, je suis pas de la presse, je suis de Bassam. Je veux simplement m'exprimer parce que on est tous là-bas et on alors, ma question. Alors, Maître Ndri, ma question. Alors, ma question, je viens ce matin, en fait, je m'exprime parce que tout simplement, ce matin, quand je venais ici, peut-être qui peut-être dans une seconde vie, j'ai peut-être ce flair-là de repérer ce que c'est qu'un bien véhicule mobile. Je vois ces véhicules-là qui circulent dans Abidjan en toute impunité. Je me demande qu'est-ce que vous faites pour mettre ces véhicules-là aux arrêts et reconnaître et retrouver les propriétaires de ces véhicules. Parce que c'est ça aussi. La vérité vient de là-bas aussi. C'est ceux-là qui doivent nous conduire sur ce qu'ils ont à le faire. Je tenais à vous remercier. Merci. Bon, on va répondre à cette question de M. Amani. Alors, M. Amani, on ne va pas... C'est une situation regrettable pour nous tous. Nous assistons à ces faits. Nous assistons à ces faits. C'est dommage. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, vous voyez, nous faisons une conférence de presse. À cette conférence de presse, il y a tout le monde. Vous allez relayer les informations. C'est notre manière à nous de dénoncer certaines choses pour que la société puisse avancer, pour que nous soyons dans une véritable démocratie. Je vais vous citer un seul fait que je dénonce. Lorsque les superviseurs de M. Ezalé ont été arrêtés, je ne dirais pas arrêtés, ont été agressés par des personnes, je pèse mes mots, se réclamant du RHTP. Mon confrère est là. Nous étions au commissariat de Grand Bassam. Ils sont allés les trouver aux victimes. Ils les ont agressés. Ils les ont déposés au commissariat. Nous sommes arrivés au commissariat. Nous les voyons donc derrière le poste de police. Je demandais aux policiers qui étaient là, qu'est-ce que ces personnes font là, derrière? Ça fait rire, mais c'est triste. Le policier ne savait pas. Oui, c'est sérieux. C'est sérieux. Elle dit, ce sont des gens qui sont venus les déposer ici. Ma question que j'ai posée, j'ai dit, mais ces gens qui sont venus les déposer ici sont où? Ils sont partis.
chose la plus grave, c'est que vous avez celui qui a cassé les véhicules, qui a endommagé les véhicules, qui est venu s'asseoir devant le policier pour revendiquer son acte. Pour dire c'est moi qui ai cassé. Et quand il a fini ça, il est sorti tranquillement du commissariat et il est parti. Chacun son travail, moi je dénonce. Je ne peux pas arrêter cette personne. C'est une justice privée. Nous pensons que nous sommes dans une république, chacun doit faire son travail. Donc vous avez posé la question, qu'est-ce que nous faisons? Nous dénonçons. Ceux qui doivent les arrêter, doivent les arrêter. C'est tout ce que je peux dire par rapport à cette question. Je pense qu'il y a eu beaucoup de mouvements parce que il y a une personne, un journaliste, qui voulait poser la question, la dernière question, et je crois que c'était ça qui avait posé. Quelle est la dernière question à poser? Non? Nous voulons vous remercier. Monsieur Zali Philippe avait envoyé un mot pour s'excuser auprès de vous parce qu'il avait voulu vraiment être là, mais pour des questions professionnelles, il n'a pas pu être présent. Nous voulons vraiment vous dire merci pour votre présence et nous comptons sur vous. Pas pour édulcorer les propos ici, mais vraiment pour relayer l'information. L'objectif poursuivi, c'est que l'information parvienne donc aux citoyens sur ce qui s'est réellement passé à Grand Bassam. Ce que M. Zali recherche, ce n'est pas forcément d'être le maire du Bassam. Ce n'est pas d'être le maire du Bassam, à tous les prix. Ce qu'il demande, c'est qu'à une élection locale, que les règles que nous nous sommes fixées, les règles applicables dans une démocratie soient respectées. Pour l'heure, ils pensent que ne pas prendre en compte 6700 fois les habitants du Bassam, avec tout ce que nous avons démontré comme étant le fait pour nous d'une action savamment pensée, que telles pratiques ne peuvent pas être acceptées dans une démocratie. Ce n'est pas acceptable. C'est pourquoi nous avons fait ce recours. Si demain, la Chambre administrative de la Cour suprême nous suit et que les élections sont organisées, qu'on laisse les Bassamois voter tranquillement. Au sorti de ces résultats, de ce scrutin, les résultats qui vont être donnés, que ce soit le résultat réel des suffrages exprimés, chacun va prendre acte et féliciter son adversaire. C'est tout ce que nous demandons. Nous vous remercions, Maître Pessan. Donc, nous avons exercé nos voies de recours. Comme d'ailleurs, je pense que hier, tout le monde a été surpris d'apprendre. Moi-même, j'étais surpris parce que je pense que l'investiture, ou moins la première réunion, la première convocation en ce qui concerne Paul Roué, ça devait être aujourd'hui, je pense. À la surprise générale, le candidat du RHDP a exercé
son recours. C'est normal, la loi lui reconnaît cela. Mais on ne menace pas la chambre administrative de la procédure. Il fait son travail. Donc je suis saisi de tous ces dossiers pour trancher dans le sens de la consolidation de la démocratie. Je vous remercie. Il y a des documents qui sont